Le scandale de la prison irakienne d'Abu Ghraib. Révélé par le magazine 60 Minutes de la chaîne américaine CBS, ces photos ont fait le tour du monde au printemps 2004, provoquant l'indignation et la colère. Les clichés ont été pris par des soldats américains fiers de leur forfait. Des bad apples, des brebis galeuses, avait alors affirmé le porte-parole de l'armée américaine en Irak aux journalistes de 60 Minutes. Ce soir-là, personne n'était en mesure de contester la théorie des bad apples. Ne jugez pas votre armée sur les actes commis par quelques-uns. À Washington, le scandale d'Abu Ghraib provoque la panique. La commission militaire du Sénat organise en urgence une audition parlementaire. Le premier témoin à être entendu, c'est Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense. À l'époque, les républicains contrôlent tous les rouages de l'administration américaine et ils s'accrochent à la théorie des bad apples comme à une bouée de secours. Cette première audition, comme toutes celles qui suivront au cours des 4 prochaines années, est retransmise en direct par la chaîne parlementaire C-SPAN. La commission militaire du Sénat commence aujourd'hui une série d'auditions pour recueillir des témoignages concernant les mauvais traitements infligés à des prisonniers irakiens par quelques, je répète, quelques éléments des forces armées des États-Unis violant les lois américaines et internationales. Monsieur le secrétaire. Monsieur le Président, je sais que vous êtes avec moi aujourd'hui pour dire au monde, jugez-nous par nos actions, regardez comment les Américains, comment une démocratie traite ses fautes de conduite et le scandale. Constatez la douleur de reconnaître et de corriger nos erreurs et nos propres faiblesses. Je voudrais savoir, monsieur le secrétaire, si un seul des abus commis en Irak a été encouragé, admis ou permis par le règlement ou la politique du département de la Défense. À ma connaissance, sûrement pas. Et lorsqu'on regarde ces sévices et leur cruauté, l'idée qu'il puisse y avoir un règlement qui permette, admette ou encourage ce genre de fait n'est tout simplement pas imaginable. I will faithfully execute the office of President of the United States. The duties of the office on which I am about to enter. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. God bless you all. And God bless America. Tout a commencé dans le plus grand secret, peu après les attentats du 11 septembre 2001. Ce jour-là, 4 avions de ligne sont détournés par des kamikazes de l'organisation terroriste Al-Qaïda, dirigée par l'extrémiste musulman Ben Laden. Provoquant plus de 3000 victimes, c'est le plus grand attentat terroriste jamais réalisé sur le territoire des États-Unis. J'étais l'assistant de la conseillère pour la sécurité nationale, Condoleezza Rice, et je me trouvais à la Maison Blanche ce jour-là. Après que les avions ont touché le World Trade Center, j'ai été évacué avec Condoleezza Rice, le vice-président et quelques autres dans le bunker de la Maison Blanche. Holy fucking Jesus! Dès le début, il était clair pour tout le monde que nous étions désormais dans un nouveau paradigme, celui de la guerre contre la terreur. Ce fut quelque chose d'immédiat. Le pays et le gouvernement ont instantanément adopté une attitude de guerre. The search is underway for those who are behind these evil acts. And we stand together to win the war against terrorism. Carte blanche, c'est le mot d'ordre de l'administration républicaine qui se réunit à Camp David, dans la résidence des présidents américains, 4 jours après les attentats. Ces images sont exceptionnelles. On y voit, réunis autour d'une même table, les dirigeants des 4 centres de pouvoir qui conduiront les États-Unis sur le chemin de la torture. D'abord la Maison Blanche, avec le président George Bush et son vice-président Dick Cheney. Face à eux, Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale.
Puis le département de la justice, dirigé alors par John Ashcroft. C'est de lui que dépend l'OLC, l'Office of Legal Counsel, le bureau juridique chargé de vérifier la légalité des décisions prises par la Maison-Blanche. Ensuite, le département de la défense ou Pentagone, tenu par Donald Rumsfeld. Enfin, le département d'État ou ministère des Affaires étrangères du général Colin Powell. Ce jour-là, le président Bush ne fait pas dans la langue de bois. We will find those who did it. We will smoke them out of their holes. We will get them running. And we'll bring them to justice. This is an administration that will not talk about how we gather intelligence, how we know what we're going to do, nor what our plans are. The United States will do what it takes to win this war. Nous entendions les termes guerre contre le terrorisme, guerre contre la terreur, guerre globale contre la terreur, et nous n'aimions pas ça du tout. En tant qu'ancien militaire, avec 31 ans de service dans l'armée, cela ne me plaisait pas, car on ne fait pas une guerre contre des instruments. On ne fait pas une guerre contre des méthodes. On fait la guerre contre des peuples et des États. C'est une définition très ambiguë, comme la guerre contre la drogue ou la guerre contre la pauvreté. On ne peut jamais gagner contre ça. Nous avons fait part de nos interrogations au Dr Rice et à la Maison-Blanche, et on nous a répondu « C'est de la politique. C'est ce que veut entendre le peuple américain. » L'une des attitudes que j'ai constatées au sein du gouvernement, c'est que pour combattre cet ennemi terroriste, les États-Unis allaient devoir se salir les mains. Ils devraient alors avoir recours à des tactiques et des pratiques ou prendre des décisions que certains considéreraient comme non conformes à l'éthique, à la morale ou à la légalité, afin de vaincre cet ennemi terroriste. Le lendemain de la réunion de Camp David, le vice-président Dick Cheney annonce clairement la couleur dans une émission très regardée de la chaîne NBC. Mais dans l'émotion des attentats, rares sont ceux qui mesurent le sens de ces paroles. We also have to work sort of the dark side, if you will. We're going to spend time in the shadows and in the intelligence world. It is a mean, nasty, dangerous, dirty business out there, and we have to operate in that arena. We need to make certain that we have not tied the hands, if you will, of our intelligence communities in terms of accomplishing their mission. Finalement, on peut dire qu'il a été honnête. Il a annoncé au pays tout entier, nous allons opérer dans le secret, nous allons mener une guerre secrète, et personne ne peut dire que le pays n'était pas au courant, puisqu'il l'a dit ouvertement. Le problème, c'est que personne n'a réagi. Nous étions très vulnérables. Les Américains avaient peur. Comment est-ce arrivé ? Et voilà que le vice-président des États-Unis tire parti de cette inquiétude et exploite notre vulnérabilité en disant « Nous allons opérer dans les ténèbres. Nous aurons les personnes qui nous ont fait ça. » C'était le début de cette marche vers la guerre qui a exploité à fond notre vulnérabilité. Et le président de dire « Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. » Tout le monde est tombé dans le piège. Je ne veux pas être contre eux. C'est la seule alternative qu'on a. Et à Washington, rares sont les élus qui ont osé questionner tout cela. Ils ont préféré donner leur feu vert à toutes les décisions qui ont suivi. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Deux semaines plus tard, les États-Unis et leurs alliés déclenchent la guerre contre le régime des talibans qui contrôle l'Afghanistan depuis 1995. Officiellement, l'objectif est de capturer Ben Laden et ses hommes qui ont installé des camps d'entraînement dans tout le pays.
Le 13 novembre 2001, le régime des talibans est renversé. Tandis que les Afghans sortent lentement du cauchemar, des dizaines de barbus en armes et de suspects sont arrêtés. L'armée américaine et la CIA, les services secrets des États-Unis, sont en première ligne. La guerre contre la terreur ne fait que commencer. Vous devez tous le savoir, il y a un avant 11 septembre et un après 11 septembre. Depuis le 11 septembre, on ne prend plus de gants. Dès le début, il était clair que l'interrogatoire et la récolte de renseignements provenant des détenus étaient un élément capital. Comme la priorité du gouvernement était de prévenir de nouveaux attentats, tout le monde était convaincu que le seul moyen d'y parvenir, c'était pour ainsi dire, d'entrer dans la tête des membres d'Al-Qaïda et donc d'interroger les détenus. Or, depuis le début, on craignait que ce qu'on appelait les vieilles règles, c'est-à-dire les conventions de Genève, ou nos lois pénales, que tous ces textes d'une autre époque constituent un obstacle aux interrogatoires. D'où la conviction qu'il ne fallait plus prendre de gants. Signé en 1949 et adopté aujourd'hui par 194 États, les 4 conventions de Genève constituent la pierre angulaire du droit humanitaire international. La 3e convention concerne les prisonniers de guerre, c'est-à-dire les combattants capturés sur le champ de bataille. Le statut de prisonnier de guerre n'est pas automatique. Pour l'obtenir, le combattant doit posséder un signe distinctif, porter ses armes ouvertement et se conformer aux lois de la guerre. En contrepartie, il reçoit certains privilèges, comme le droit de